Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, la barre des nouvelles contaminations peine à redescendre des 4000 cas. Les chiffres grimpent jour après jour. Face à ce rebond inquiétant, les gestes barrières et la vaccination sont nos meilleurs alliés. Nous suivrons un reportage à Salé. Nous reviendrons sur le fait marquant de la semaine dernière. Le drame migratoire à Miliane a regroupé d'une violence inédite. Au contexte des événements, réseau des passeurs, trafiquants d'êtres humains et rôle pionnier du royaume dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Nous en parlerons avec le professeur de droit et le politologue Moustapha Fhimi. À suivre également un portrait sur l'alpiniste marocain Ziad Bendouro. Le jeune alpiniste s'apprête à gravir 10 sommets marocains en 6 jours seulement. Une expérience sportive et humaine qui sera immortalisée dans un documentaire relatant les moments forts. Ziad Bendouro est l'invité aussi de ce journal. Bonsoir. Un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui en visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Arnouch. Plusieurs projets de loi y ont été adoptés, notamment celui concernant certaines dispositions liées au secteur de l'agriculture et plus particulièrement à la protection des végétaux. Adoption également du projet de loi relatif aux résidences immobilières de promotion touristique. Ce projet vise à réformer le cadre légal régissant cette filière et cela en adéquation avec les orientations du chantier de la régionalisation avancée. Les travaux hebdomadaires du Conseil de gouvernement ont été également marqués par l'adoption du projet de décret concernant la création d'une zone d'accélération industrielle dans le parc industriel Ain Johra. Ce projet vient répondre à la demande croissante des investisseurs industriels souhaitant s'implanter dans cette zone industrielle. Le premier Dhul Hijja de l'année 1443 de l'Hégire correspond plutôt à demain, vendredi 1er juillet 2022. Et Eid al-Adha sera donc célébré le dimanche 10 juillet. C'est ce qu'annonce le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Le ministère de tutelle précise que le croissant lunaire annonçant le mois de Dhul Hijja de l'année 1443 de l'Hégire n'a pas été observé hier soir. Covid-19, le rebond épidémique ne fait plus aucun doute. Jour après jour, les chiffres grimpent et montent en flèche. Les 4000 cas quotidiens est désormais franchi. Et dans ce contexte, la vaccination s'impose ou alors se présente comme le seul rempart pour éviter un scénario catastrophe, surtout pour les personnes vulnérables, les immunodépressifs qui sont appelés à retrouver le chemin des centres de vaccination. À Salé, le reportage de Abdelhamid Jebran, Mariam El-Messi et l'Arbin Diri. Peu d'empressement dans ce vaccinodrome de Salé. Seule une poignée de jeunes patients viennent recevoir leur injection de rappel, soucieux de renforcer leur réponse immunitaire en cette période de pic épidémique. Je viens de recevoir ma 3e injection, je me porte bien. Avec la remontée des infections, la 3e dose s'avère vitale, surtout chez les personnes vulnérables et présentant des comorbidités. Face à des indicateurs sanitaires qui s'aggravent, les spécialistes appellent à la plus grande vigilance. Le rappel vaccinal, en l'occurrence, est préconisé chez les personnes à risque. De plus en plus de personnes sont testées positives. Les hospitalisations repartent également à la hausse. Hautement transmissibles, les nouveaux sous-variants risquent de se propager encore davantage en ces temps de vacances de l'Aïd. Pour nous aider à surmonter cette vague, la dose de rappel est recommandée chez les personnes souffrant d'allergies, d'asthme ou de maladies respiratoires chroniques, mais également chez les diabétiques et les cardiaques, ainsi que les personnes âgées ou à faible immunité. ولا الناس الكبار والناس اللي عندهم ضعف في المناعه ديالهم. Les médecins associent à la vaccination le retour des mesures de précaution, port du masque et distanciation, des remparts qui s'imposent à l'approche de vacances de l'Eid al-Adha sous le spectre d'une reprise épidémique.
Et aujourd'hui encore, 4003 nouveaux cas et 2 nouveaux décès enregistrés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 25 438, alors que 28 cas sévères ou alors critiques ont été enregistrés toujours pendant ces dernières 24 heures, portant leur total à 158 cas. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, eh bien, environ 23,5 millions de personnes ont reçu les 2 doses du vaccin anti-Covid-19 et plus de 6,5 millions ont jusqu'ici bénéficié de la 3e dose. On ne le dira jamais assez. Restons vigilants et maintenant surtout les gestes barrières. Pour le décryptage du fait marquant de la semaine, le drame de Mlilia, nous parlons de l'assaut groupé mené la semaine dernière par des candidats à l'immigration irrégulière d'origine subsaharienne. L'assaut a été marqué par l'usage d'une violence inouïe par les candidats à l'immigration irrégulière face aux éléments des forces de l'ordre qui ont réagi à cet acte pour les empêcher de franchir la clôture grillagée. Cette tentative de passage en force a coûté la vie à 23 personnes, des immigrés. Elle a aussi occasionné des blessures à différents degrés du côté de 140 éléments des forces publiques. Et pour en parler, nous sommes avec le professeur de droit et le politologue Moustapha Shimi. Professeur Shimi, bonsoir. Bonsoir. Alors professeur, cette action désespérée est motivée, comme nous le savons tous, par le rêve d'une vie meilleure. Mais ces personnes qui font ce voyage et se retrouvent malheureusement souvent entre les mains de réseaux criminels, de mafias internationales, comment sommes-nous arrivés là, professeur, et dans quel contexte pouvons-nous situer ces événements dramatiques? Voilà bien une situation tout à fait exceptionnelle. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vendredi dernier à l'aube. 2000 migrants environ d'origine subsaharienne donc se sont livrés à des actes violents pour rejoindre donc pour enjamber les barrières qu'il y a et rejoindre donc le président de Mlilia. Ce qu'il faut observer, c'est que c'était une opération quasiment militaire. C'était une organisation paramilitaire. On a vu, tout le monde a vu les vidéos et les photos, etc. C'est pas un mouvement spontané de subsahariens qui se sont dit tiens, on va aller essayer de passer, etc. C'est une opération organisée, préparée, avec des chefs, des sous-chefs, d'un encadrement. Ça vient d'où? Ça vient du pays voisin. Il faut bien le dire une fois pour toutes. Parce que les migrants ne sont pas en mesure de monter une opération comme ça aussi importante. Il peut y avoir un petit groupe, 5, 10, tout ça, etc., comme ça se fait d'ordinaire, mais pas une opération de cette dimension, de cette importance. Alors, ils n'en ont pas les moyens ni financiers, ni techniques. Ni les moyens, ni d'encadrement, ni la capacité d'organisation d'une opération de type paramilitaire. Alors, ça vient d'où? Ça vient donc de l'encadrement du pays voisin, avec un certain nombre de mesures d'accompagnement. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que la filière orientale d'immigration est pratiquement fermée. La filière occidentale, marocaine, îles Canaries, etc. est également très, très fermée. Il reste que la filière centrale. Et ce sont des migrants qui viennent d'où? Pour la majorité d'entre eux, la quasi-majorité, ils viennent du Soudan. Et donc, comment ils sont passés du Soudan à la Libye. La frontière entre la Libye et l'Algérie est poreuse, tout le monde le sait, il y a 900 km de frontière, les gens l'oublient. Et donc l'Algérie était bien contente d'avoir ces flux-là, de les encadrer et de les fourguer, si je puis dire, au Maroc, notamment du côté de Mlilia. Voilà la situation. Donc nous sommes là dans un cas particulier de violence de migration qui doit préoccuper la communauté internationale, parce que ça n'est pas simplement un phénomène individuel de passage d'un pays, de transit, etc. Et qui ne ressemble aucunement aux épisodes précédents. Tout à fait. C'est une organisation qui a été mise sur pied, qui met en cause donc un pays voisin, il faut le dire tout net. Très bien, professeur, face à cette réalité de l'immigration clandestine, soulignant que la responsabilité ne se limite pas uniquement ni au pays d'origine, ni d'ailleurs au pays d'accueil, ni de transit. C'est une responsabilité partagée qui devrait réunir ou alors faire mutualiser les efforts pour s'attaquer à ces organisations mafieuses, à ces réseaux criminels spécialisés dans la traite des êtres humains qui vendent finalement du rêve, des illusions à ces
personnes à la recherche d'une vie meilleure et qui se retrouvent finalement dans des situations dramatiques. Et dans ce sens, nous allons lire un communiqué qui vient de nous parvenir de l'agence espagnole EFE, un récit tout à fait poignant de candidats à l'immigration clandestine. Alors, c'est l'agence espagnole EFE qui met en avant dans une dépêche la détresse de ces candidats, nous le disions, à l'immigration irrégulière d'origine subsaharienne. Ces derniers racontent l'humiliation, la douleur et la mort qui ont marqué ce voyage de 5000 km vers le Maroc. Ils relatent aussi, professeur, tout ce qu'ils ont vécu ce vendredi lorsqu'ils ont tenté de passer à Melilla. L'un des candidats parle, et je le cite, de passeurs qui, selon lui, tuaient carrément les gens qui parlaient trop ou alors les gens qui se mettaient au travers du chemin. Et puis un autre candidat à l'immigration irrégulière toujours qui dit être arrivé au Maroc en provenance du Soudan via le Tchad, le Niger et l'Algérie, et qui affirme que c'est dans ce dernier pays, l'Algérie, qu'on lui a parlé de, entre guillemets, de patron. L'homme dit avoir payé 200 € pour passer au Maroc. Votre commentaire, votre réaction à chaud? C'est très bien, c'est la presse espagnole qui le dit, c'est pas la presse marocaine, donc c'est repris à l'international, c'est-à-dire un réseau qui a été organisé, qui a été armé, et il faut relever qu'il y a eu des cas de violence. Il faut déplorer évidemment les 23 victimes, on ne peut que déplorer, le Maroc l'a fait. Mais il faut relever aussi le fait qu'il y a eu 140 éléments de force de l'ordre qui ont été blessés. Et ils ont été blessés, pourquoi? Parce que les migrants ont porté des actes de violence. Ils étaient armés avec des pics, etc. Et de graves violences. Donc il faut, personne dans la presse internationale, en tout cas une certaine presse, personne ne parle des 140 blessés marocains parmi les forces de l'ordre. Donc c'est extrêmement important. Deuxième point, vous avez fait référence à la responsabilité partagée de tout le monde, de l'Union européenne. Savez-vous que l'Union européenne a prévu des mesures dans le cadre du pacte, etc., qui sont des mesures très restrictives. L'Union européenne se transforme en continent forteresse. Autre chose, personne ne peut faire la leçon au Maroc pour ce qu'est sa politique migratoire. Le Maroc est pionnier avec une vision, la vision royale, pays d'accueil, la régularisation de plus de 50 000 migrants sahariens, personne ne l'a fait. Avec une dimension humaine et humaniste. Tout à fait. Au passage, la presse du pays voisin qui a enfourché ce cheval d'hostilité à l'endroit du Maroc, quelle est la politique migratoire de l'Algérie? Les migrants sont pris, ils sont embarqués dans des cars et ils sont mis à la frontière saharienne avec les pays. Dans les conditions, ça a été dénoncé par toutes les organisations internationales. Donc nous sommes là dans une situation qui doit être appréhendée par tout le monde de manière conséquente. Il y a eu des prises de position, la demande d'une enquête internationale. Je peux vous dire que le Maroc est favorable à ce qu'il y ait une enquête internationale. Le Maroc ne ferme pas la porte, mais à condition qu'on puisse établir les tenants et les aboutissants de cette opération qui, je répète, c'est une opération paramilitaire de déstabilisation. Pourquoi? Le Maroc qui plaide pour des migrations sûres et ordonnées. Contrôlées, ordonnées, c'est tout à fait la position de Maroc. Pourquoi il y a cette opération-là? Elle vient dans un contexte particulier pour deux raisons cumulatives. La première, c'est une manière pour l'Algérie de nous fourguer, si je puis dire, ce dossier-là avec les violences qu'il y a eu. Et en même temps, c'est une manière pour l'Algérie de mettre en difficulté l'Espagne du fait de la crise des relations bilatérales et du fait de la position espagnole sur le Sahara marocain. Voilà les objectifs poursuivis par la diplomatie algérienne, par l'appareil sécuritaire algérien. Donc tout ça doit être mis noir sur blanc. Oui, il y a une enquête internationale. Il y a d'ailleurs le CNDH marocain qui est sur place, qui va faire une enquête, qui va publier un rapport, et tout ça doit être pris en compte. Pour conclure ceci, on ne peut pas accepter le procès qui est fait au Maroc. 1. 2, on a parlé de disproportion des mesures prises par le Maroc, mais la disproportion, elle a été dictée par la situation exceptionnelle. Je vous le rappelle, il y a eu 140 blessés parmi les forces de l'ordre. Donc tout ça doit être dit, noir sur blanc, à la communauté internationale. Très bien, professeur, vous avez évoqué il y a quelques instants l'Espagne, le voisin du Nord. Nous venons de parler de cette position ou alors de ce communiqué avancé par l'agence de presse espagnole officielle. La réaction de l'Espagne ne s'est pas fait attendre. Hier, le chef ou alors le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a
plaidé pour le soutien du Maroc face à cette réalité, face à ces flux migratoires, et qui a dit, et je reprends là ces mots, le Maroc qui souffre des conséquences de l'immigration irrégulière. Et je le cite encore une fois, nous devons nous mettre à la place des forces publiques marocaines qui ont subi de graves dégâts à la suite de cette violente attaque. Votre commentaire, professeur? C'est une position responsable que celle des autorités espagnoles. Le chef du gouvernement espagnol l'a dit, Pedro Sánchez, dès le lendemain, en mettant en cause quoi et qui? En mettant en cause les réseaux mafieux. Il ne peut pas aller au-delà, évidemment pour des raisons diplomatiques, mais les réseaux mafieux sont organisés, structurés comment? Les Espagnols connaissent parfaitement les problèmes des migrants qui sont donc sur la rive sud de la Méditerranée, en particulier sur la côte nord. Donc c'est une position responsable, c'est une position qui incrimine les réseaux mafieux avec les sous-entendus que cela implique, et donc il faut en prendre acte et s'en féliciter. Et puis il faut également, il le fait bien d'ailleurs, rendre hommage à la mobilisation de l'appareil sécuritaire marocain qui a mis fin à une situation qui était une situation insurrectionnelle, qu'aucun État sérieux ne peut accepter. Et donc le Maroc a veillé à ce que des mesures soient prises. La disproportion, c'est un autre débat, mais nous avons 140 blessés parmi les forces de l'ordre, et tout ça doit être porté à l'attention de la communauté, il y a un appel à soutenir le Maroc et à une mobilisation collective. Tout à fait. Soutien du Maroc. Et d'ailleurs, le dossier a été transmis au Conseil de sécurité qui s'est réuni à huis clos à la demande du Kenya, qui est membre non permanent du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité n'a pas arrêté une position du fait de la complexité de la situation, du fait de la bonne volonté et du Maroc qui, sur ce plan-là, n'a pas de leçon à recevoir des uns et des autres et pratique une politique exemplaire en faveur des migrations. Exactement, un exemple avec ces dimensions humaines. Merci beaucoup, professeur Srihmi, pour cet éclairage. Merci à vous. Ce drame qui a eu lieu à Casablanca, 3 personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont été grièvement blessées suite à l'effondrement hier soir d'une partie du fronton d'un café situé au boulevard Abdelmoumen, au quartier Maarif. Boubkar Ben Ghabri, tout de suite pour les précisions. Boulevard Abdelmoumen, dans la fraîcheur du soir, attablé à la terrasse du café, une poignée de clients venus suivre un des matchs de la Botola retransmis à la télévision. Soudain, la frise en ciment installée sur le fronton extérieur du local s'est complètement détachée et s'est effondrée, tuant sur le coup une des personnes assises sous le fronton. La personne décédée est sortie de son travail aux environs de 18h pour suivre au café le match de la Botola opposant ce soir-là le WAC au Mouloudia Club d'Oujda. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de clients, 4 personnes en tout. 2 autres personnes blessées grièvement sont décédées lors de leur évacuation vers l'hôpital. Ce drame soulève de nombreuses questions, en particulier autour de la vétusté du bâtiment. Le drame est survenu en raison peut-être des infiltrations d'eau qui ont entraîné au fil des ans l'usure des barres d'acier qui soutiennent le fronton du café. Les travaux de réfection et d'entretien des toitures est nécessaire pour la sécurité des citoyens. 2 personnes blessées sont actuellement sous surveillance médicale au centre hospitalier universitaire Ibn Rushd à Casablanca. Une enquête est ouverte par les autorités compétentes sous la supervision du parquet pour déterminer les circonstances de l'accident et établir les éventuelles responsabilités. Sans transition, cette nomination d'une Marocaine comme envoyée spéciale adjointe pour la Syrie. Il s'agit de Madame Najat Rochdi, c'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Madame Rochdi succède ainsi à Khawla Matar du Bahreïn. Najat Rochdi compte à son actif plus de 20 ans d'expérience dans les affaires politiques et la coordination internationale dans des zones de conflit et de post-conflit. Elle fut également conseillère principale auprès de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie et directrice au bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies à Genève.
Braquons à présent les projecteurs sur le sportif Ziad Bendourou. Le grand alpiniste vise un exploit inédit. Après-demain, samedi, il entame un périple pas comme les autres. Il va relever le défi de gravir 10 sommets marocains en 6 jours seulement. Une prouesse qui lui ouvrira certainement les portes d'entrée au livre Guinness des records. Reportage à Rabat, l'Arbin Héri, sur un récit de Boubkar Ben Rabret. Jeune entrepreneur, Ziad Bendourou a choisi de s'installer au Maroc. Une start-up spécialisée dans l'orientation académique. Il est 9h du matin. Ziad nous ouvre les portes de son entreprise. À 26 ans, il a déjà visité plus de 70 pays durant sa période d'études à l'étranger. Après avoir franchi les obstacles d'une longue carrière d'étudiant, c'est un autre défi que se lance le jeune Ziad Bendourou. S'attaquer au sommet des montagnes. Une passion pour l'alpinisme qui s'est accrue après le succès d'une ascension du Toubkal et un séjour d'environ 9 mois au Laos en raison de la fermeture des frontières de ce pays dû au Covid-19. Le Laos, c'est un pays avec beaucoup de nature, beaucoup de montagnes. Il n'y a pas de mer, il n'y a pas de plage, donc il n'y avait que les montagnes. C'est là où j'ai découvert ma passion pour l'alpinisme. Et aussi à le changement physique. Je pesais plus de 100 kilos avant. Et du coup, grâce à l'alpinisme, j'ai réussi à perdre beaucoup de poids et à me découvrir dans cette passion. Le jeune passionné des montagnes a choisi de se mesurer au plus haut sommet du Maroc et de l'Afrique du Nord, qui dépasse les 4000 mètres de hauteur. 10 sommets que Ziad compte gravir en 6 jours seulement. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de touristes et beaucoup de Marocains qui faisaient que le Mont Toubkal. Je me suis dit que c'était pas normal qu'il y avait d'autres montagnes aussi belles et aussi challenging que le Mont Toubkal. Donc il fallait montrer ces montagnes à la population, aux touristes, et même les villages autour de ces montagnes doivent en bénéficier. Donc c'est là où l'idée de ce challenge m'est venue. Le jeune alpiniste est soutenu dans son aventure par son fidèle ami, Amin Ben Brahim. Son compagnon de route lui offre un best-seller sur la motivation, le pouvoir de la mémoire subconsciente. Ziad, c'est quelqu'un de passionné de voyage et d'alpinisme surtout. On a eu l'idée de monter au Mont Toubkal après son long voyage en Asie. Au milieu de l'ascension, on voulait tous abandonner, surtout deux de nos amis. Par contre, il y avait Ziad qui nous motivait, qui nous laissait pas lâcher l'affaire. Aucun alpiniste n'avait jamais entrepris une telle aventure. Ce défi choisi est approuvé par le comité du livre Guinness des records. Le jeune alpiniste a mobilisé ses moyens financiers pour la préparation mentale et physique de cette aventure, riche en défis. Volonté, détermination, dévouement et passion sont ses maîtres mots. Et le jeune alpiniste Ziad Bendourou est notre invité. Ziad, bonsoir. Bonsoir. Alors votre défi nous rappelle un tout petit peu celui de Nim Sedai qui est parti pour cette aventure incroyable dans la fascinante chaîne de l'Himalaya pour dire au monde entier finalement qu'il n'y a pas que l'Everest qui vaille le détour. Vous, c'est la même chose peut-être avec le Toubkal ? Exactement pareil. L'idée est venue de là, du reportage et du documentaire de Nims. Donc je voulais faire un truc pareil au Maroc et créer un documentaire Made in Morocco. Vous n'avez jamais communiqué sur la chose, mais nous avons senti déceler cette philosophie. Hein. Bravo. Donc, comment on va s'attarder un peu sur la préparation mentale, parce que c'est dans la tête que cela se passe. Nous l'avons vu pendant le reportage avec ce très beau livre qui vous a été donné comme présent par votre ami. Comment ça se passe plus concrètement? Des exercices peut-être, de visualisation, comment ça se passe? Exactement. On va donner de petits conseils aux jeunes alpinistes. Avec plaisir. Alors c'est une routine quotidienne, matinale. Chaque matin, je me fais une visualisation tout seul, je fais une méditation, je lis mon livre et à chaque fois, je me visualise les montagnes que je vais gravir. Chaque matin, je visualise tout le parcours, toutes les montagnes, tous les sommets. Je me mets tout le temps à la place du sommet. Donc c'est comme ça Pourquoi que la matinée? Parce que l'inconscient est plus propice à recevoir, à visualiser, à imaginer. Au réveil, le cerveau est tout frais, donc c'est le moment de visualiser, de se parler à soi-même. Donc c'est ma routine matinale depuis plus de 3 ou 4 mois. Donc ça, c'est pour la préparation mentale qui est capitale. Qu'en est-il de la préparation technique?
préparation Ce que vous technique. allez porter, ce que vous allez Exactement. manger, est-ce qu'il y aura avec vous des porteurs, des cuisiniers, comment ça va se passer d'un point de vue technique, logistique? Pour la préparation physique et technique, ça fait plusieurs mois que je m'entraîne chaque jour, tous les matins. Et chaque mois ou chaque 3 semaines, je pars à la montagne pour m'entraîner. Donc j'essaie de faire les 10 sommets en simultané, ou bien chaque sommet en un jour et je reviens vers le village. Et pour la logistique, j'ai des guides avec moi, j'ai des porteurs bien sûr. Et j'aurai mon propre sac avec toute la nourriture, l'écran solaire, les habits et tout ce qui va avec. Donc c'est toute une logistique, toute une organisation. J'aurai même une boîte de production qui va me suivre pour filmer le documentaire. Immortaliser les moments forts. Exactement. Donc il y a le Tsoubral, le plus haut sommet du Maroc et d'Afrique du Nord aussi. Il y a le Mgoun. Moins que le Tsoubral en termes de mètres, mais en même temps c'est une montagne monstre, beaucoup plus difficile que le Tsoubral. Exactement. Le mont Mgoun, c'est le plus dur de tous les sommets. Surtout la dernière crête sommitale. Il faut plus de 50 km aller-retour pour parvenir au sommet. Et puis les autres montagnes qui sont peu médiatisées, on va dire, même dans le circuit ou alors dans le monde des alpinistes. Parlez-nous des autres montagnes. Alors, les autres montagnes, elles sont aussi belles que le mont Tsoubral, aussi hautes que le mont Tsoubral. Malheureusement, juste les passionnés qui sont intéressés par ces montagnes, c'est pour ça que je voulais... Lesquelles? Est-ce que vous pouvez en parler bien sûr. Avec des noms ce soir? Oui, c'est des noms berbères. Donc le premier, c'est Emouzar, Tsoubral, Tsoubral Ouest. Ouanou Kriem, Timzgida, Afla, Akioud, Bouignesen, Efrouane et le Mont Mgoun. Donc les 10 sommets. Dans le Moyen Atlas principalement? Grand Atlas et Moyen Atlas. Très bien. Des défis peut-être pour les prochains mois, à part celui-là qui est aussi très fort, pour lequel vous êtes bien motivé. D'autres défis, ça cogite déjà dans votre petite tête? Alors, mon prochain challenge, ça va être au niveau international et au niveau africain. Mon prochain projet, c'est de faire les 10 plus hauts sommets en Afrique. Donc, le Kili, forcément. Forcément, vu que c'est le plus haut sommet d'Afrique. Le mont Kenya, qui est le deuxième plus haut sommet d'Afrique. Et d'autres sommets, notamment au Kenya, en Ouganda et en République démocratique du Congo. Vous avez une date, un échéancier par rapport à cela? En pleine préparation. Un petit conseil peut-être aux jeunes alpinistes qui nous regardent ce soir, ou alors les personnes qui sont motivées mais qui n'ont pas encore franchi le pas? J'ai rencontré beaucoup de monde qui veulent commencer ce sport et qui ne savent pas comment commencer. Pour eux, la montagne est très dure, donc ils ne commencent jamais. Et je leur dis souvent de commencer par des randonnées, de simples randonnées, par des marches de 2-3 heures dans la forêt. Donc il faut juste faire le premier pas, commencer et se fixer l'objectif de gravir la montagne. Ou alors commencer par de petits sommets, il y en a beaucoup dans le Rif central, dans le parc Tsalasmtane. Peut-être commencer petit avec Jbel Moussa ou alors le Monte Blanco, des 800 mètres. Après on se challenge et on en gravit d'autres. On est très chanceux d'être au Maroc, on a beaucoup de belles montagnes, donc on est privilégiés. Merci beaucoup, merci et puis bonne aventure et très bon courage. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à vous consacrer à cette belle aventure sportive. Et du sport, justement, Cannes féminine 2022, les étalons d'âme sont arrivés à Rabat et sont enfin prêtes pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 2 au 23 juillet au Maroc. L'équipe nationale ouvrira le bal de la compétition à Rabat contre le Burkina Faso. Pendant 3 glorieuses semaines de football, Rabat et Casablanca seront le théâtre d'une bataille de football acharnée pour la couronne du football féminin continental. Ça se passera au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Au complexe sportif, Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan et le complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Bon courage aux Lions de l'Atlas et c'est ce qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.